La brise parisienne effleurait mes jambes nues alors que je marchais le long du quai Voltaire. Mes talons claquaient sur les pavés humides, une mélodie confidentielle entre moi et la nuit. Ce soir-là, je portais une robe en soie bleu nuit, cintrée à la taille, avec un décolleté discret mais suggestif, et une fente latérale laissant entrevoir mes bas à couture. Mon parfum, un mélange de jasmin et de poivre rose, laissait une trace invisible, une signature olfactive. Je m'appelle Camille Lemoine, j'ai 33 ans et je suis architecte d'intérieur à Paris. Mon cabinet se trouve à 2 rue du Palais-Royal, et ma clientèle appartient à la haute société parisienne. Aux yeux du monde, j'ai tout, un appartement avec vue sur la Seine, des projets prestigieux, une silhouette élégante. Mais ce que personne ne sait, c'est que sous cette façade parfaitement maîtrisée, il y a une femme qui étouffe. Une femme qui attend d'être réveillée. Ce soir-là, je sortais d'un dîner mondain dans une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Trop de champagne, trop de sourires mécaniques. J'ai quitté les lieux, mes escarpins à la main, le cœur un peu plus lourd qu'à mon arrivée. Je me suis arrêtée dans un bar discret, à l'ambiance feutrée, rue Jacob. L'endroit semblait suspendu hors du temps. J'ai commandé un verre de liet blanc, et me suis installée au comptoir. Mes jambes croisées, je jouais distraitement avec le talon de ma chaussure, consciente des regards furtifs. C'est alors que je l'ai vu. Appuyé contre le mur de pierre, dans la pénombre. Grand, une barbe de 3 jours, des cheveux en bataille maîtrisés, et un regard qui ne cherchait pas à séduire, mais à comprendre. Il portait un manteau noir en cachemire et une écharpe grise négligemment nouée. « Tu ne devrais pas boire seul, » dit-il, sans me demander la permission de s'approcher. Sa voix était grave, légèrement rocailleuse, comme un vin trop vieux pour être partagé à la légère. « Et si j'attendais quelqu'un » répondis-je, sans baisser les yeux. Alors il a peut-être enfin trouvé le courage de venir. Je souris, intriguée. Les Parisiens aiment jouer les mystérieux, mais lui avait autre chose. Un calme. Une certitude. Ton nom ? Demandai-je. Adrien. Adrien Derville. Le nom me disait quelque chose, sans que je sache pourquoi. Il avait cette façon de parler lente, presque lyrique. On a discuté, ou plutôt on s'est effleuré avec les mots. Des histoires de voyage à Naples, de musique baroque, de photos en noir et blanc prises à Montreuil. Rien de concret, mais tout semblait important. Quand il effleura ma main pour m'aider à ramasser une serviette tombée, une décharge me parcourut. Ses doigts, longs et froids, semblaient lire ma peau. Avant de partir, il murmura. « On se reverra, Camille. » Ce n'est pas une promesse. C'est une évidence. Je ne lui avais pas donné mon numéro. Pourtant, en rentrant chez moi, alors que je défaisais ma coiffure devant le miroir, un message arriva. On ne s'est pas quitté, on s'est juste éloigné. Ah! Pas de numéro, pas de signature. Seulement ça. Le lendemain, je me rendis dans un hôtel particulier près du parc Monceau, chez un nouveau client. Le projet, redessiner la bibliothèque et le salon. En entrant dans la pièce, je crus que mon cœur allait s'arrêter. Adrien était là. Assis dans un fauteuil en velours vert bouteille, un verre de cognac à la main. Il leva à peine les yeux. « Paris est un village », dit-il simplement. Mon client, un diplomate à la retraite, s'approcha. « Camille, je vous présente mon neveu, Adrien. Il m'assiste sur ce projet. » Je gardais mon sang-froid, mais tout en moi tremblait. Pendant toute la réunion, il me regardait. Pas avec insistance, mais avec cette intensité qui trouble l'équilibre. Une manière de me déshabiller avec les yeux sans jamais franchir la ligne. À la fin, alors que je m'apprêtais à partir, il me barra doucement le chemin. « Tu pars déjà ? Je ne m'attendais pas à te revoir ici. Certains chemins se recroisent quand on les emprunte les yeux fermés. » Il tendit la main. Sa paume était chaude. Il effleura de nouveau mon poignet, un geste presque cérémoniel. « Ce soir, 21h. Passage Vivienne. Si tu viens, viens seul. » Il tourna les talons, me laissant avec mes doutes et une étrange impatience. Le samedi matin, Paris s'étirait paresseusement sous un ciel pâle. J'ouvris les volets de mon appartement sur la rue de Turenne, laissant la lumière grise filtrer dans la pièce. Je portais encore la chemise d'homme qu'Adrien m'avait laissée la veille au studio. Son odeur, cuir, bois fumé et une pointe de cèdre m'enveloppaient comme une écharpe invisible. Je n'avais pas dormi. Toute la nuit, les images de l'atelier défilaient, la lumière sur ma peau, les gants rouges, ses mains qui frôlaient mes chevilles sans jamais aller plus loin. Il y avait quelque chose de presque sacré dans sa retenue. Mais une autre pensée me tiraillait.
Cela faisait 3 jours que je n'avais pas vu mon fils. Et j'en ressentais un pincement coupable. Jules, 8 ans, vivait une semaine sur 2 chez ma mère, dans un petit appartement près de la place des Vosges. C'était un arrangement silencieux que nous avions trouvé depuis ma séparation. Il aimait les vieux livres, les marionnettes, les pains au lait grillé le matin. Il ressemblait à son père, mais son regard, ce regard direct et lucide était le mien. En fin de matinée, je pris le métro jusqu'à Bastille, puis marchai les quelques rues jusqu'à chez elle. Ma mère m'ouvrit sans surprise, déjà en tablier, les cheveux attachés en un chignon un peu flou. « Tu sens différent », dit-elle en m'embrassant. « Plus chaude. Plus vivante. Tu dis ça parce que j'ai du rouge aux joues ? Je dis ça parce que je suis ta mère. » Jules arriva en courant et me sauta dans les bras. « Maman. Tu m'as manqué. Tu viens voir ma nouvelle cabane en coussin ?» Nous passâmes l'après-midi à jouer dans le salon transformé en forteresse. Il portait un vieux chapeau de paille et tenait un stylo comme une baguette magique. À un moment, il me tendit un dessin. Une femme, de dos, avec une robe fendue, et des gants rouges. « C'est qui ?» demandai-je doucement. « C'est toi, » dit-il. Mais dans une autre histoire. Comme dans les livres avec les mondes parallèles. Je restai figé. Ce que l'on ressentait en silence, les enfants le dessinaient sans filtre. Ma mère nous observa du seuil. Elle tenait 2 tasses de thé à la main. En me l'attendant, elle dit à voix basse. « Il ressent quand tu es différente. Je ne sais même pas ce que je suis en train de devenir. Alors ne le cache pas. Les secrets pourrissent l'amour. » Le soir venu, après avoir embrassé Jules dans son sommeil, je sortis marcher un peu. J'avais besoin d'air. Rue des Francs-Bourgeois, un vent léger soulevait les feuilles mortes. Mon téléphone vibra. Ce soir, si tu veux voir. Si tu veux comprendre. Ah. Aucune autre indication. Mais je savais où aller. L'atelier était ouvert. La lumière était tamisée, la verrière filtrée par des tissus ivoires. Il avait disposé des bougies autour d'un fauteuil, et sur la table, une boîte en bois verni. Adrien portait une chemise noire, ouverte au col, ses cheveux encore humides. « Tu es venu ?» dit-il sans étonnement. « Tu avais l'air de m'appeler. Pas seulement par message. » Il me tendit la boîte. À l'intérieur, une paire de chaussures à talons moyens, anciennes, en cuir verni noir, avec une lanière délicate. Ma pointure exacte. Tu les as trouvées où ? Chez une costumière à Montmartre. Elles m'ont parlé de toi. Il y a quelque chose dans la cambrure, dans l'équilibre. Je les enfilai lentement. Elles semblaient conçues pour moi. Je fis quelques pas. Ma démarche était différente. Plus ancrée. Plus précise. Tu n'as pas besoin de jouer, murmura-t-il. Tout est déjà là. Il approcha, tendit la main vers ma nuque, mais ne toucha pas. Un simple geste suspendu. Tu permets ? Je hochai la tête. Il retira doucement l'épingle de mon chignon. Mes cheveux tombèrent sur mes épaules en une cascade. Je fermai les yeux. Ce simple geste me fit frissonner plus que 1000 caresses. Puis il me fit asseoir. Ce soir, je veux que tu écoutes. Pas moi. Toi. Il mit un disque sur un vieux tourne-disque. Une voix féminine, douce, presque chuchotée, emplit la pièce. J'étais là, dans mes chaussures anciennes, mes gants encore dans mon sac, les genoux serrés, le souffle calme. Il s'assit en face. Pas un mot. Pas un regard trop long. Juste la musique et cette tension entre nous. Après plusieurs minutes, il rompit le silence. Ce que tu cherches, Camille, ce n'est pas moi. C'est toi, sans tout ce qui t'enferme. Et toi ? Tu ne cherches rien ? J'ai cherché longtemps. Maintenant, je regarde. Il me montra une photographie posée sur un chevalet. Moi, de dos, lors de notre première séance. Les mains liées par le foulard, mais le visage tourné, le regard fier. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je rentrais tard. Très tard. En ouvrant ma boîte aux lettres, je trouvai un pli beige. Pas d'adresse. Pas de nom. À l'intérieur, une simple phrase écrite à la main. Tu crois que c'est un jeu ? Ce n'en est pas un. Les jours suivants passèrent dans un étrange état de suspension. Je faisais mon travail avec une concentration feinte, j'allais chercher Jules à l'école, je participais à des réunions, mais une partie de moi restait ailleurs. Comme si, depuis cette deuxième nuit dans l'atelier, une porte s'était entr'ouverte en moi. Et derrière cette porte, quelque chose murmurait encore. Le pli anonyme reçu dans ma boîte aux lettres ne quittait pas mes pensées. L'écriture, fine et régulière, avait quelque chose de presque affectueux, malgré la menace voilée.
Je n'en avais parlé à personne. Pas même à Adrien. Un soir, alors que Jules était chez sa grand-mère, je me rendis à l'appartement d'Adrien. Il m'avait envoyé une adresse différente. Un immeuble ancien, rue de l'Abbaye, à 2 pas de l'église Saint-Germain-des-Prés. Il ouvrit avant même que je ne frappe. Il semblait tendu, habillé simplement, mais ses yeux brillaient d'un éclat trouble. « Entre » dit-il en s'écartant. Son appartement était aussi étrange que lui, un mélange de modernité austère et de souvenirs d'un autre temps. Des piles de livres sur le sol, un tourne-disque, une armoire en bois massif ornée de fleurs sculptées. « Pourquoi une autre adresse ?» demandai-je. « Parce que je ne voulais pas que l'atelier devienne dangereux pour toi. Tu crois que je suis en danger ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Je le sais. Et je n'aime pas ça. » Je pris place dans un fauteuil à dossier haut, face à la cheminée éteinte. Il me tendit une boîte rectangulaire, longue et étroite. Un autre cadeau? Un avertissement déguisé. À l'intérieur, une paire de bas noirs avec couture fine, en soie ancienne, soigneusement pliée. C'est beau, mais pourquoi? Parce qu'il y a un bal privé dans 2 jours. Très fermé. Très codé. On y entre avec des signes. Ceux qui connaissent la symbolique, comprennent. Ces bas-là, c'est un mot de passe silencieux. Je restai un moment sans parler, les doigts caressant la matière si douce. Et tu veux que je t'accompagne? Non. Je veux que tu entres seul. Je levai les yeux. Pardon? Tu n'auras pas besoin de moi. Mais ta présence là-bas peut me faire gagner du temps. Tu dois attirer l'attention d'un homme. Il s'appelle Guillaume de Fontanges. Il a des informations que je ne peux pas obtenir autrement. Je sentis une colère monter en moi. Tu veux que je serve d'appât? Non. Je te demande ce que toi seul peux faire. Être vu. Être remarqué. Mais sans te perdre. Je me levai brusquement, les bas toujours à la main. Tu joues avec moi, Adrien? Je t'implique. C'est différent. Il s'approcha. Lentement. Puis, d'un geste retenu, il effleura le dos de ma main. Si tu refuses, je comprendrai. Mais alors, je devrais m'y rendre moi-même, et j'y laisserai peut-être plus que mon nom. Je le fixai longuement. Ses traits étaient fermés, tendus. Il ne mentait pas. Mais il ne disait pas tout non plus. Très bien, soufflai-je. Mais à ma manière. Le lendemain soir, je préparai ma tenue avec une attention presque rituelle. Une robe noire, simple mais sculptée, fendue juste ce qu'il faut. Des escarpins assortis, et bien sûr, les bas. Je passai de longues minutes à les enfiler, assise au bord du lit, en m'assurant que la couture était parfaitement alignée. Ce détail était essentiel. Il disait « je sais ». Je me regardai dans le miroir. Pour la première fois, je ne me voyais pas comme une femme en représentation, mais comme une joueuse. Une actrice consciente de son pouvoir. Et prête à en user. Le bal se tenait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. On entrait par une grille discrète, à travers un jardin silencieux. À l'intérieur, tout n'était que velours, lustre et regard feutré. L'ambiance n'avait rien d'innocent, mais rien d'ouvertement choquant non plus. C'était un monde de symboles, de demi-mots, de gestes codés. Je repérai rapidement Guillaume de Fontanges. Grand, froid, toujours accompagné de 2 femmes aux robes assorties. Je m'approchai lentement, sans le regarder directement. Je sentais déjà son regard sur la ligne de mes jambes, sur la couture discrète de mes bas. Un jeu ancien. Efficace. Il s'avança, me tendit une coupe de champagne. Je ne vous ai jamais vu ici. C'est la première fois. J'observe. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Je n'ai pas encore tout vu. Il sourit, puis pencha la tête. Peut-être que vous pourriez me rejoindre dans le fumoir, tout à l'heure. Peut-être. Je le laissai là, planté avec son champagne à la main. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une stratégie. Je sortis discrètement par une porte de service. Mon cœur battait à toute allure. Adrien m'attendait dehors, appuyé contre une moto noire. « Il t'a vu ?» demanda-t-il. Il m'a offert du champagne. Alors, c'est en route. Je montai derrière lui. Il démarra dans un grondement discret. Le vent de la nuit fouettait mon visage. Dans mon reflet sur le miroir du rétroviseur, je vis une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Et que je n'avais plus envie de fuir. C'était un mercredi de pluie fine. Le genre de journée où Paris semble chuchoter sous les parapluies. J'avais enfilé un manteau beige noué à la taille et des bottines cirées, mais rien ne parvenait à atténuer le poids sur ma poitrine. Depuis le bal, quelque chose s'était déplacé en moi.
comme un cadran tourné d'un degré. Je n'étais plus simple spectatrice. J'étais dans la scène. Je passais chercher Jules à l'école, et en le voyant courir vers moi, cartable de travers et sourire aux lèvres, je me surpris à retenir mes larmes. Il me sauta dans les bras. « Tu as changé de parfum ?» Je souris. « Tu as un nez incroyable. C'est plus sucré. Comme si tu riais dans ta tête. » Sa remarque me frappa plus que je ne voulais l'admettre. Le soir, chez ma mère, alors que Jules dessinait dans la pièce d'Axe en grave côté, nous étions toutes les deux assises à la cuisine. Elle avait préparé une soupe d'hiver, servie dans de vieux bols en faïence. « Il te regarde autrement, dit-elle. »« Qui ? » ?»« Ton fils. Il voit que tu fais semblant d'être calme. » Je baissai les yeux. « Je ne sais pas ce que je suis en train de devenir, maman. » Elle posa sa main sur la mienne. « Tu redeviens peut-être celle que tu étais avant d'apprendre à tout contrôler. » En rentrant chez moi, un message m'attendait sur mon téléphone, signé simplement « Ah. Demain à 20h. Prépare-toi. Robe longue. » Discrétion absolue. Je ne posais pas de questions. Il y avait dans ce genre de rendez-vous une mécanique précise, presque rituelle. Je la comprenais désormais. Le lendemain soir, j'ouvris la penderie et sortis une robe bleu nuit, fluide, à bretelles fines. Elle caressait ma peau comme une rivière. J'enfilai des collants semi-transparents, à couture subtile, et des escarpins sobres, vernis. Pas de bijoux, juste un léger trait d'eyeliner et un parfum à la vanille fumée. L'élégance devait être une armure invisible. Adrien m'attendait au coin de la rue, au volant d'une voiture sombre, ancienne, silencieuse. Il ne dit rien quand je m'installai à ses côtés, mais son regard s'attarda sur mon reflet dans la vitre. « Tu ressembles à un souvenir que je n'ai jamais vu, » souffla-t-il. Nous roulâmes longtemps, jusqu'aux portes de la ville. Un ancien château transformé en lieu d'exposition privée. Pas un musée, mais une sorte de cercle fermé, où se rencontraient collectionneurs, mécènes, et ceux qui tiraient les ficelles derrière les rideaux. À l'intérieur, les murs étaient couverts de toiles contemporaines, abstraites. Des sculptures étranges, métalliques, trônaient sous des lumières dirigées. Personne ne parlait fort. Tout le monde observait. Calculait. « L'homme que tu as rencontré, Guillaume, sera ici, » me dit Adrien. « Il ne faut pas qu'il pense que je suis avec toi. » Je compris. Ce soir encore, je serais une pièce sur un échiquier que je ne maîtrisais pas. Je m'éloignai, un verre à la main, et me perdis parmi les œuvres. Guillaume arriva bientôt, me reconnut, sourit. J'espérais vous recroiser. Et moi, espérais être oublié. Impossible. Il me proposa de visiter une salle à l'étage, réservée aux invités spéciaux. J'acceptai. Il ne fallait pas perdre l'avance prise. La salle était étroite, couverte de tableaux énigmatiques. Il me parla de formes, de symboles, d'interprétations. Puis, soudain, se tourna vers moi. « Pourquoi vous êtes vraiment venue, Camille ?» Je levai les yeux vers lui. Parce qu'il est temps que quelqu'un voie ce qu'il n'a jamais osé regarder en face. Il fronça les sourcils. Mais avant qu'il ne réagisse, je sortis discrètement une petite carte mémoire de mon sac. Elle contient ce que vous cherchez depuis des années. Mais elle ne s'ouvre qu'avec la bonne clé. Et je crois que vous savez laquelle. Je lui tendis la carte. Il la prit, lentement. « Qu'est-ce que vous êtes exactement ?» Je souris. Un rappel que le pouvoir ne suffit pas. En redescendant, je retrouvai Adrien près de l'entrée. « Tu lui as donné ?»« Pas tout. Juste de quoi lui faire croire qu'il tient quelque chose. » Il me fixa longuement. « Tu deviens très bonne. » « Peut-être trop. » Il me prit la main, discrètement, et la serra fort. « Ce que je vais te dire maintenant, tu ne dois pas le répéter. » Il sortit de sa poche une vieille photographie. Une femme, en robe à pois, souriante, tenant un bébé. « Ma mère » murmura-t-il. « Et le bébé, c'est moi. » Je restai figé. Ce n'est pas qu'une histoire d'influence ou d'espionnage, Camille. C'est aussi une dette. Une dette envers qui ? Elle a été trahie par les mêmes personnes que celles que nous observons ce soir. Je veux que son nom soit nettoyé. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Plus tard, dans la voiture, en silence, je posai ma tête contre la vitre. Une partie de moi était terrifiée. Une autre se sentait étrangement libre. Mais en rentrant chez moi, je trouvai sur ma porte un nouveau message, glissé dans une enveloppe noire. Tu crois choisir. Tu n'as jamais choisi. Tu exécutes. Et dessous, une adresse. Écrite à la main. L'adresse sur le papier me mena jusqu'au bord de la ville. Un ancien pavillon,
caché derrière un portail en fer forgé, dans une impasse sans nom. J'y allais seule, sans prévenir Adrien. Je sentais que cette fois, c'était à moi d'avancer. Pas pour lui. Pour moi. Je portais une jupe crayon noir, des collants semi-opaques, un manteau long, et un chemisier blanc boutonné jusqu'en haut. Élégante. Neutre. Mais prête. À l'intérieur, l'odeur de vieux cuir et de bois ciré m'enveloppa. Il n'y avait personne. Juste une pièce, au fond, faiblement éclairée. Sur la table, un dossier. Dessus, une note manuscrite. Tu veux comprendre? Ouvre. Je pris une grande inspiration, puis feuilletai les documents. Des noms. Des comptes. Des photos. Des visages que j'avais croisés lors du bal, dans les galeries, dans les dîners où je croyais être invisible. Et au centre de tout, un nom répété plusieurs fois, Adrien Derville. Mon cœur s'accéléra. Des copies de passeports. Des alias. Des enregistrements audio. Des lettres signées d'une femme, sa mère, adressées à quelqu'un qu'elle appelait mon ange gardien. Et une dernière page, marquée d'un timbre officiel. L'ordre de surveillance, émis contre moi. Je reculai, la gorge sèche. Des pas derrière moi. Je me retournai. Adrien. Il n'était pas surpris de me voir. Tu es venu seul. Je savais que tu le ferais. C'est quoi, ça? Une mise en scène? Il entra lentement dans la pièce, sans hostilité. Mais son regard avait changé. Ce n'est pas une trahison, Camille. C'est une vérité. Tu m'as utilisé. Non. Je t'ai laissé entrer. Il y a une différence. Je brandis les documents. Tu m'as fait croire que ta mère était une victime. Mais elle était au cœur de ce réseau. Et c'est pour ça qu'elle a été détruite de l'intérieur. Il s'approcha, doucement. J'ai vécu toute ma vie entre deux mondes, celui qu'on montre, et celui qui paie pour qu'il reste caché. J'ai voulu me venger. Mais toi, tu m'as fait hésiter. Je suis un poids faible? Tu es un choix. Un silence lourd s'installa. Tu veux que je reste dans ce jeu? Soufflez-je. Il me tendit un carnet, relié de cuir. Ce que tu sais maintenant, tu ne peux pas l'oublier. Mais tu peux choisir ce que tu en fais. Je pris le carnet. Il était rempli de notes, de croquis, de pensées griffonnées à la hâte. Et à la dernière page, mon nom. Camille, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas su te protéger. Mais peut-être que toi, tu pourras nous sauver tous les deux. Je levai les yeux. Adrien était debout, les mains ouvertes. Fragile. Honnête. Humain. Je fis un pas vers lui. Il ne bougea pas. Et si je partais maintenant? Demandai-je. Alors je disparaîtrais. Et je ne te chercherai plus. Et si je restais? Alors tu risques de ne jamais revenir en arrière. Je m'approchai. J'effleurai sa chemise. Mes doigts tremblaient. Alors je reste. Mais à mes conditions. Il ferma les yeux un instant, comme soulagé. Je ne te demanderai rien d'autre que ta vérité. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'écrivis dans le carnet tout ce que je savais. Tout ce que j'avais vu, ressenti, compris. Puis, à l'aube, je me rendis sur les quais de Seine. Le carnet dans mon sac, le manteau fermé jusqu'au menton, mes cheveux encore humides de la douche. Je le glissai dans une boîte postale, à une adresse indiquée dans les documents. Une rédaction indépendante. C'était mon choix. Mon risque. Quand je rentrai, l'appartement était silencieux. Un seul message m'attendait sur mon téléphone. Tu as décidé. Le reste ne t'appartient plus. Ah. Je regardai par la fenêtre. La ville se réveillait, indifférente. Mais moi, je ne serai plus jamais la même.